Donc bonjour tout le monde. Je me présente Dr Mzabini, je suis prof agrégé en médecine interne. On va voir donc un autre cours sur la gériatrie, c'est l'évaluation gériatrique standardisée. Donc je commence par une définition en fait de l'EGS. L'évaluation gériatrique standardisée est une méthode de diagnostic multidimensionnelle et interdisciplinaire dont le but est de déterminer les capacités fonctionnelles, psychologiques et médicales d'une personne âgée fragile. C'est quoi l'objectif? C'est de développer un plan de soins coordonné et intégré et un suivi à long terme. Donc, pourquoi le GS en fait? Quels sont les objectifs et les buts? Il faut, premièrement, l'intérêt, c'est améliorer la performance diagnostique, dépister les personnes âgées fragiles, prévenir les complications, réduire le recours inutile aux services de soins, optimiser la prise en charge thérapeutique, améliorer la capacité fonctionnelle. Et notre objectif ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie chez la personne âgée, bien sûr, en diminuant la morbidité et la mortalité. Donc, pour qui le GS, l'évaluation gériatrique standardisée, bien sûr, c'est pour les sujets âgés fragiles. Qui fait le GS? Pratiquement tous les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées, les médecins, généralistes, spécialistes, les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, la diététicienne. Donc, pratiquement tous les professionnels de santé, ils peuvent faire cette évaluation gériatrique standardisée. Le lieu, donc, c'est en consultation gériatrique ou bien lors d'une hospitalisation dans un service de gériatrie ou bien dans un autre service, à la maison de retraite, à domicile, c'est un peu partout. Qu'est-ce qu'on va évaluer donc? On va évaluer la polypathologie, on va évaluer la polymédication, on va évaluer la dépendance, est-ce que le sujet âgé il est dépendant ou bien il est autonome, on va évaluer l'état nutritionnel, on va évaluer l'état cognitif, est-ce que le sujet âgé, est-ce qu'il est dément ou bien il n'est pas dément, on va évaluer l'humeur, on va évaluer la marche et le risque de chute, on va évaluer la douleur, on va évaluer les fonctions sensorielles, est-ce qu'il voit très bien, est-ce qu'il entend très bien, on va évaluer le risque d'escarre, on va évaluer le trouble de la continence, on va évaluer le sujet âgé sur le plan social, et enfin, on va évaluer le fardeau des aidants, c'est-à-dire est-ce que les aidants, que ce soit familiaux ou bien professionnels, qui prennent en charge cette personne âgée, est-ce qu'ils sont épuisés ou non. Donc vous voyez, il y a 13 éléments à évaluer au cours de l'évaluation gériatrique standardisée. Alors, je commence par l'évaluation de la polypathologie. On parle de polypathologie si la personne âgée a en moyenne 7 pathologies après 70 ans. Bon, comment on va évaluer? C'est très facile, c'est grâce à un interrogatoire minutieux, grâce à un examen clinique aussi minutieux, et grâce au bilan biologique qui peut nous aider dans le diagnostic d'une anémie, d'une insuffisance rénale, d'un diabète, etc. Donc on a assez de moyens pour avoir une idée sur les pathologies, sur les différentes pathologies chez la personne âgée. Deuxièmement, on va évaluer le sujet âgé sur le plan médicament. Et on va chercher est-ce que cette personne âgée est polymédiquée ou non. Donc on parle de polymédication, c'est à partir de 5 médicaments par patient après 70 ans, on parle de polymédication. Pourquoi on cherche cette polymédication? C'est pour chercher les effets indésirables des médicaments. Donc le sujet âgé, souvent il est polymédiqué, donc il va avoir malheureusement des effets indésirables nombrables, qui peuvent altérer son pronostic vital, qui peut mettre en jeu son état de santé, son pronostic vital. Donc du coup, on doit chercher des médicaments consommés par ce sujet âgé. Aussi, on les cherche pour adapter la posologie, parce que souvent avec l'âge, il y a une diminution de la fonction rénale, il y a une insuffisance rénale, et bien sûr, on doit adapter la posologie. Évaluation de la dépendance. Donc on va chercher est-ce que cette personne âgée elle est autonome ou bien elle n'est pas autonome. Et là, il y a principalement deux échelles qui vont évaluer l'autonomie chez la personne âgée, c'est l'ADL et l'IADL. Donc c'est quoi l'ADL? C'est une échelle qui va évaluer la capacité de la personne âgée à faire telle et telle activité de la vie quotidienne. Donc c'est Activities of Daily Living. Quelles sont ces activités de la vie quotidienne? On l'appelle aussi ADL de Katz. Donc il y a la toilette, est-ce que la personne âgée peut faire sa toilette toute seule ou non? L'habillage, est-ce qu'il peut s'habiller toute seule ou non? L'utilisation des toilettes, les déplacements, la continence et l'alimentation. Vous voyez ici, si la personne âgée il fait ses activités de façon autonome, il va avoir 1 sur le plan codage. S'il va nécessiter une aide partielle, il va avoir 0,5. Et s'il va avoir une aide complète, il va avoir 0. Et puis on va sommer tous ces cotations
Et bien sûr, plus la cotation, donc, plus le score il est faible, plus la personne âgée elle est dépendante. Il y a aussi, donc, on va évaluer le sujet âgé sur le plan activité instrumentale de la vie quotidienne. C'est le même principe en fait, ce qu'on appelle l'IADL de Leuter. Donc, c'est Instrumental Activities of Daily Living. Donc, on va évaluer la personne âgée sur le plan, encore une fois, activité instrumentale, c'est-à-dire sa capacité à utiliser le téléphone, à faire les courses, à préparer les repas, à entretenir la maison, à faire la lessive, à utiliser les moyens de transport de façon autonome, et sa responsabilité aussi pour la prise des médicaments, et enfin sa capacité à gérer son budget. En fait, pourquoi on évalue donc la personne âgée sur le plan donc autonomie? C'est pour chercher la défaillance où le sujet âgé, quelles sont les activités où la personne âgée elle est défaillante, et pour pouvoir pallier et aider le sujet âgé à faire telle et telle activité. Je prends l'exemple, par exemple, si la personne âgée elle n'arrive pas à prendre correctement ses médicaments, donc on va communiquer ça à la famille pour qu'ils prennent en charge la personne âgée sur le plan de prise des médicaments. Et si la personne âgée, donc, elle n'a pas quelqu'un de la famille, un aidant familial, donc on va contacter une aide professionnelle, notamment dans ce cas, c'est une infirmière qui va passer tous les jours pour préparer le pilulier pour la personne âgée. L'évaluation de l'état nutritionnel, on a vu ça en long et en large dans le cours de nutrition chez le sujet âgé, donc juste je passe rapidement. On va évaluer le sujet âgé, bien sûr, sur l'état nutritionnel grâce au poids et à l'IMC, au pli cutané précipital, à la circonférence brachiale et du mollet. On va évaluer les ingestats, ce que la personne âgée mange. On va aussi donc doser l'albumine, la préalbumine, et aussi donc on va pratiquer l'AMENA, l'échelle, le Mini Nutrition Assessment, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc il y a le dépistage, il y a l'évaluation globale, et on parle de nutrition si la personne âgée, donc il y a un score inférieur à 17 points. Donc il y a d'autres moyens, mais je ne vais pas me tarder. On passe maintenant à l'évaluation de l'état cognitif. Donc il y a des tests validés qui permettent d'évaluer la personne âgée sur l'état cognitif et qui permet de diagnostiquer est-ce que cette personne âgée, ou bien de dépister est-ce que cette personne âgée est démente ou non. Il y a l'MMS, le mini mental state, il y a les 5 mots de Dubois, et il y a le test de l'horloge. Donc, c'est quoi le mini mental state? C'est le même principe, il y a des domaines qu'on va les explorer chez la personne âgée, il y a des questions qu'on va poser à la personne âgée, et chaque fois, ça dépend de sa réponse. Soit une réponse juste, il va avoir un point, soit il ne répond pas correctement, il va avoir un 0. Et puis, donc, on va faire la somme. Donc, je commence par le premier domaine, c'est l'orientation. Vous voyez, donc il y a un ensemble de questions qu'on va poser à la personne âgée. En quelle année sommes-nous, en quelle saison, en quel mois, etc. Chaque fois que la personne âgée répond correctement, donc il va avoir un point. S'il répond faux, il va avoir 0. Et puis, donc, il y a l'apprentissage. Donc, on va dire 3 mots à la personne âgée, comme ici, cigare, fleur, porte. En arabe, beb, qaras, mifteh. On demande à la personne âgée de les répéter immédiatement pour s'assurer qu'il a entendu ces 3 mots. Et puis, donc, une fois on est rassuré qu'il a entendu donc, ces 3 mots, on va lui demander donc, de répéter les 3 mots. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Il y a l'attention. Donc ici, on va demander un petit calcul mental à la personne âgée. Il faut faire attention. Donc si la personne âgée, donc, il est analphabète, il n'a pas appris à calculer, donc il faut enlever les 5 points du score. Donc ce calcul, il va donc explorer la personne âgée sur le plan attention. Il y a le rappel. Maintenant, le rappel, après avoir donc fait le calcul mental, etc., on va demander à la personne âgée de nous rappeler les 3 mots qu'il a appris, c'est-à-dire cigare, fleur, porte en français, ou bien en arabe, beb, qars, mifteh. Il y a donc un autre domaine qu'on va explorer, le langage. On va montrer à la personne âgée un crayon et on va demander quel est le nom, une montre. On va demander donc quel est le nom, bien sûr c'est une montre. On va lui donner une phrase, on va lui demander de répéter la phrase. Et puis donc on va lui donner un papier, on va demander donc de plier le papier en deux, de le jeter par terre. Et puis donc il y a donc la question en fait, ou bien l'item fait ce qui est écrit, c'est-à-dire ici fermer les yeux, donc il doit fermer les yeux. Il
Il y a aussi donc l'item, voulez-vous m'écrire une phrase entière, c'est-à-dire une phrase qui a un sens. Et chaque fois, donc encore une fois, chaque fois que la personne âgée a répondu correctement, il va avoir un point. Il a répondu faux, il va avoir 0. Et enfin, dernier domaine, ce sont les pratiques constructifs. Et ici, on va demander à la personne âgée de recopier un dessin, comme vous voyez. Donc, et bien sûr, s'il a bien recopié, il va avoir un point. S'il n'a pas bien recopié, il va avoir 0. Vous voyez, le score total il est de 0 à 30. Si la personne âgée a moins de 24, c'est présence certaine donc d'un déficit cognitif. Si donc de 27 à 30, c'est absence probable de troubles cognitifs. Et là, il faut vérifier les sujets qui sont à haut niveau d'éducation. Et si donc le score il est entre 24 et 27, c'est existence probable de troubles cognitifs. Et ici, donc, c'est le sujet à bon niveau d'éducation, mais à vérifier chez les sujets à bas niveau d'éducation. Alors, le test de l'horloge, tout simplement, donc on va demander à la personne âgée, donc on va juste faire un cadran, on va faire un point au milieu, et on va demander à la personne âgée de compléter donc l'horloge. Vous voyez ici sur la photo, si la personne âgée donc nous fait des petits traits comme ça, sans chiffres, sans aiguilles, etc. Là, le sujet âgé, probablement, il est atteint de démence sévère. S'il fait plusieurs aiguilles avec des chiffres d'un seul côté, pratiquement, a priori, c'est une démence moyenne. S'il fait donc, il les met correctement les chiffres, mais avec une seule aiguille, le sujet âgé est atteint apparemment d'une démence légère. Et si le sujet âgé arrive à mettre tous les numéros, à mettre les aiguilles, mais l'heure, il est faux, apparemment, donc le sujet âgé a trouble cognitif léger. Enfin, le troisième test, c'est le test de 5 mots de Dubois. Tout simplement, donc, il y a 5 mots qu'on va demander à la personne âgée de répéter. Limonade, passoire, musée, camion, sauterelle. Bien sûr, ce sont des mots qui sont... c'est un rappel libre qui est indicé, c'est-à-dire nous, lorsqu'on va donner chaque mot à la personne âgée, on va donner un indice qui va accompagner le mot. Par exemple, on va demander à la personne âgée de retenir le mot camion. Et on dit camion, il faut savoir une chose, que c'est un moyen de transport. Ça, c'est l'indice. Donc, pour le rappel libre, on va demander à la personne âgée de rappeler les 5 mots. Bien sûr, s'il a oublié un mot, on va donner l'indice correspondant. S'il a bien répondu, donc on va compter juste. Donc, et là, le sujet âgé, bien sûr, il va avoir ses 5 points. Et après, donc, on peut donner un petit calcul mental à la personne âgée et on revient pour le rappel différé. C'est-à-dire, on va lui demander, après un petit calcul mental, de nous rappeler les 5 mots. Et bien sûr, s'il a oublié un mot, donc on va lui proposer l'indice. Et si c'est rappelé en fait du mot, donc du coup, donc on va le compter juste. Et vous voyez, le total, il est sur 10. Bien sûr, le total, plus il s'approche du 10, plus donc il y a moins de risque de troubles cognitifs. Évaluation de l'humeur. Ici, tout simplement, on va chercher si la personne âgée elle est déprimée ou non. Donc, il y a l'échelle de référence, c'est le GDS, c'est le Geriatric Depression Scale. Il y a 30 items. Donc, vous voyez ici de 1 à 30. Et on va demander, bien sûr, il y a des échelles valides en arabe, que ce soit pour l'MMS et pour le GDS. Il y a un ensemble de questions, donc on va demander à la personne âgée. Et ici, donc, s'il va, vous voyez, donc il y a deux cas de figure, soit oui, soit non. Non, il y a deux cas de figure, donc oui ou non. Et ça dépend de la réponse de la personne âgée. C'est-à-dire, je m'explique. S'il va répondre, par exemple, à la question « Êtes-vous satisfait de votre vie ?» S'il va répondre « Oui », il va avoir 0. S'il va répondre « Non », il va avoir 1 point. Pourquoi? Parce qu'il a répondu du côté où il y a croix, l'astérix. De même, pour la deuxième question, avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités? S'il va répondre du côté où il y a la croix, 1 point, il va prendre 1 point. S'il va répondre du côté non, il va prendre 0. Et bien sûr, ici, vous voyez, donc, il y a donc, un score à la fin donc, de la réalisation de cette échelle, et le score, il est coté donc, sur 30. Et on conclut à une dite pression légère si le score entre 15 et 22. Bon, il y a le mini GDS, ça, ce qu'on a vu c'est le GDS et le Geriatric Depression Scale. GDS, bien sûr, on n'oublie pas de marquer le nom, prénom, la date, l'âge et le sexe de la personne âgée. Il y a le mini GDS, ce sont tout simplement 4 questions qu'on va poser à la personne âgée. Il y a des réponses oui ou non. Bien sûr, ça dépend de la réponse. Si oui, ça dépend de la question, ça dépend des réponses. Et puis, donc, la personne âgée, soit elle va avoir 0 ou bien 1. Le score,
il y a deux cas de figure, soit le score est égal à 0, c'est très forte probabilité d'absence de dépression, et si le score est égal à 1 ou plus, c'est une très forte probabilité de dépression, et là on va compléter par l'échelle de référence qui est donc le GDS, le Geriatric Depression Scale. Évaluation de la marge du risque de chute. Donc, la chute est la première cause de décès accidentel après 65 ans. Il faut la dépister, il faut chercher le trouble d'équilibre chez la personne âgée. C'est pour ça qu'il y a une panoplie de tests qu'on demande. Il y a l'appui monopodal, le get-up and go test, le test Tinity, la recherche du potentiel orthostatique, l'évaluation des chaussures en fait chez la personne âgée. Donc, il y a l'appui monopodal. Donc, si il a tenu donc, cet appui pendant 5 secondes sans aide, donc c'est normal. S'il a tenu 5 secondes avec difficulté, on parle de réponse adaptée. Et si la tenue de l'appui monopodal est inférieure à 5 secondes, donc il a un risque de chute grave avec risque de fracture. Il y a le get-up and go test. C'est un test, donc il y a des étapes que la personne âgée donc, doit faire. Donc, et ici, donc, il va passer, donc, tout d'abord, on va évaluer le sujet âgé sur le plan équilibre assis droit sur une chaise à dossier, puis le transfert de la position assise à la position debout, et puis équilibre debout avant la marche, équilibre lors de la marche, équilibre lors d'un demi-tour, la marche en direction de la chaise, et puis donc le transfert de debout à assis. Donc il va avoir un point, pas d'instabilité, il va avoir 2 si la personne âgée il est très lent, 3 s'il est hésitant dans ses pas, 4 c'est une marche trébuchante mais il ne tombe pas, et 5, c'est le risque permanent de chute. Donc, un score ici supérieur est égal à 3 et ou un temps de réalisation supérieur à 30 secondes traduit une mobilité diminuée avec un risque important de chute et bien sûr, ça doit alerter la vigilance des soignants. L'évaluation de la douleur. Ici, donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a 2 types d'échelles. Il y a les échelles d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour les personnes âgées qui arrivent à exprimer, à verbaliser la douleur, notamment l'échelle visuelle analogique. Et il y a les échelles d'hétéro-évaluation qu'on utilise pour évaluer la douleur chez les personnes âgées qui n'arrivent pas à s'exprimer et à verbaliser leur douleur, donc ce qu'on appelle le Dolo Plus. Donc il y a aussi l'Algo Plus, et à partir des grimaces, de la gestuelle, qu'on va avoir donc une idée sur l'intensité de la douleur chez le sujet âgé. Donc vous voyez le VA. Donc l'évaluation des fonctions sensorielles, visuelles et auditives. Donc ici tout simplement on va évaluer le sujet âgé sur le plan visuel, est-ce qu'il voit correctement ou non, et est-ce qu'il entend correctement ou non. Bien sûr, s'il ne voit pas très bien, donc on doit, si jamais il a un problème de cataracte, on doit l'opérer. Si jamais il a un problème donc, de vision, il ne voit pas très bien, donc peut-être qu'il nécessite des verres correcteurs, etc. Donc tout ça, donc, il est important pour, par exemple, pour éviter la chute chez le sujet âgé. L'audition, donc s'il a un problème donc, d'audition, et on utilise donc ce qu'on appelle le test de chuchotement. Si on chuchote dans l'oreille de la personne âgée, la personne âgée n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui a dit, donc c'est qu'il y a un problème d'audition, et là donc c'est l'indication à une prothèse auditive. Il y a l'évaluation des risques d'escarre. Comme vous savez, l'escarre c'est une pathologie grave. Il y a nombreuses méthodes pour évaluer le risque d'escarre, notamment l'échelle de Norton. Donc l'échelle de Norton, donc elle va examiner 5 domaines. Il y a le domaine, donc il y a la condition physique, la condition mentale, l'activité, la mobilité et l'incontinence. Elle va évaluer cette échelle de Norton, ces 5 domaines. Donc encore une fois, condition physique, condition mentale, activité, mobilité et incontinence. Vous voyez qu'il y a un ensemble de résultats, ou bien de résultats pour chaque domaine. Par exemple, si la condition physique est mauvaise, il va avoir une cotation 1, pauvre 2, moyenne 3, 4, bonne, donc il va avoir 4. Condition mentale, de même, l'activité, la mobilité et l'incontinence. Ça dépend du résultat pour chaque domaine. Et bien sûr, à la fin, on va faire un scoring, une sommation des différentes cotations. Et ce qui est très important à retenir, c'est que si le score est inférieur ou égal à 16, c'est un risque élevé d'escarre. Et si le score est supérieur à 16, il y a un risque bas d'escarre. L'évaluation de troubles de la continence. Ici, on va chercher si la personne âgée il a des troubles de la continence, oui ou non. Et bien sûr, s'il a des troubles de la continence, une incontinence urinaire, une incontinence fécale,
malheureusement, ça va exposer la personne âgée aux escarres. L'évaluation sociale, souvent donc elle est coordonnée avec l'assistante sociale. On va évaluer le domicile chez le sujet âgé, les conditions de vie, le bilan des aides humaines, familiales, de voisinage, les aides professionnelles, aussi donc le bilan des aides financières, est-ce qu'il a assez de l'argent ou non, et tout ça donc c'est pour avoir une idée sur le côté social de la personne âgée et surtout de voir s'il y a nécessité ou non de mise en place de mesures de protection juridique. Dernier élément à évaluer, c'est l'évaluation du fardeau des aidants. Tout simplement, on va voir si les aidants, est-ce qu'ils sont épuisés ou non, parce que si l'aidant il est épuisé, il y a un risque de maltraitance du sujet âgé, et du coup, on ne veut pas nous arriver à maltraiter le sujet âgé, et on doit agir avant cette maltraitance, bien sûr, en changeant l'aidant familial ou bien en proposant des solutions pour l'aidant familial. Donc l'échelle qu'on utilise, c'est l'échelle des aidants de Zarit. Donc ici, donc, elle va, comme j'ai dit, elle va vérifier le fardeau, la surcharge des aidants, c'est l'échelle de Zarit. Et ici, donc, on va marquer, aussi on appelle mini Zarit ou bien Zarit. Il y a le nom de l'aidant, le nom du patient et le lien de parenté, c'est-à-dire il est son fils, sa fille, c'est sa femme, etc. Vous voyez donc, il y a un ensemble de questions qu'on va poser à l'aidant familial ou bien à l'aidant de façon générale. Je prends l'exemple, le fait de vous occuper de votre parent entraîne-t-il des difficultés dans votre vie familiale, des difficultés dans vos relations avec vos amis, un retentissement sur votre santé physique et ou psychique. Donc vous voyez ici, si la réponse est jamais, donc il va voir 0. Si la réponse, parfois, il va voir 0,5. Si la réponse est souvent, il va voir 1 point. Donc pour toutes les questions, donc ici, donc soit la personne âgée va avoir 0, ou bien 0,5, ou bien 1 point. Et puis on va totaliser. On va sommer comme d'habitude pour nos échelles. Et si le total de points est supérieur strictement à 2 points, là, ça signifie que l'aidant, il est déjà fatigué, il doit prendre contact avec son médecin et on doit souvent changer des dents pour éviter la maltraitance de la personne âgée. Voilà. En conclusion, l'EGS s'est imposé au cours de ces dernières années comme une approche incontournable du patient âgé. Elle représente l'outil idéal permettant de dépister précocement les facteurs prédictifs de perte d'autonomie et donc d'envisager des mesures préventives à l'avance. Et elle permet de mieux comprendre les situations de diminution ou bien de perte d'autonomie. Et je vous remercie pour votre attention.